L'ensemble de la communauté éducative réclame une réponse rapide de l'instruction de manière à pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Sinon, ça risquerait de se gâter. L'académie qui a reçu une délégation lundi soir assure qu'elle comprend et accompagne les grévistes. Mais pour le moment, il n'y a rien qui se fait et qui aura lieu d'ici dans les prochaines semaines. Conclut l'inspecteur. Ce qu'il dit exactement, c'est que pour le moment, nous n'avons pas le retour de l'audit. Poursuivons l'actualité proche de chez vous avec cette fois-ci la commune de Garges-les-Gonesse avec une rénovation de la mairie sous le signe de l'écologie. La municipalité vient de signer un contrat d'aménagement régional portant sur les travaux de la mairie et de son parvis. Un chantier de plus de 5 millions d'euros. Les travaux de l'hôtel de ville portent sur la rénovation des façades dans un but de performance environnementale. Et l'autre partie du projet porte sur le parvis. Le sol va être entièrement refait. Il faut savoir aussi qu'un nouveau mobilier urbain, un éclairage LED, des espaces verts ainsi que des fontaines sans bassin sont notamment prévus. Une navette gratuite cette fois-ci pour aller à la pharmacie, c'est ce que vous propose la durant l'été. La ville a décidé de ne pas laisser les habitants du quartier dans l'embarras. Une navette est désormais proposée à tous ceux qui ont besoin d'acheter des médicaments et qui ne peuvent pas se rendre à la pharmacie de la Louvière. Ce nouveau service est mis en place les lundis, mercredis et vendredis. Le minibus de la commune pourra passer prendre les personnes concernées directement chez elles entre 9h30 et 10h45, puis les ramener une fois les achats effectués. Pour vous renseigner sur ce service et vous inscrire, c'est le 01 30 27 32 01. Et pour refermer ce flash valdoisien, je vous rappelle que la commune de Montmagny vous propose sa 17e édition de son festival de jeux Ludofolies à partir de demain jusqu'à dimanche à la salle des fêtes, place de la division Leclerc. Pour en savoir davantage, atoutjeu.org. C'était l'actualité proche de chez vous sur IDFM Radio Regain. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour une nouvelle matinale. Et dans un instant, c'est Florence Sueur avec l'émission Le Bar de l'économie. Ça va Quentin, donc Christophe, notre animateur de la matinale. Excusez-moi. Je vous présente à tous mes invités. J'ai été les voir. Je vous ai ramené les saucissons et tout. Oui, mais vous n'avez pas dit que je m'appelle Christophe. Ah bah non, parce que je suis dans le feu de l'action, donc... Toujours, moi je suis comme ça, saucisson, kebab... En kebab, peut-être pas le matin, mais saucisson, ça me dérange pas. Il fait chaud ici, hein. J'avais pas vu. Allez, c'est parti. Attention, je vais sortir. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah du coup... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ces 90 minutes d'infos avec Quentin à la technique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michèle Collet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de 1001 lieux de médiation depuis 2015, après avoir collaboré d'ailleurs avec un cabinet d'avocats, le cabinet Alain Marty. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. À vos côtés, David Barme. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes l'un des 3 cofondateurs de Lucky Homes, une conciergerie et location par Internet, de la gestion donc locative. Vous êtes présent dans plusieurs villes de France. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure puisque vous êtes notre start-up du jour. Avec plaisir. À vos côtés, Alain Pétrician, lui aussi c'est notre start-up du jour. Bonjour Alain. Bonjour. Vous représentez donc WSI, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Exactement. Voilà, une franchise qui fait du conseil en marketing digital, c'est tout à fait dans les tonalités actuelles. Et vous avez choisi une franchise, donc justement, tout à l'heure, on va parler de la franchise. Et on appellera d'ailleurs par téléphone, parce qu'elle n'a pas pu être avec nous en direct aujourd'hui, Chantal Zimmer, qui est la déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Et ça, ce sera après 10h. Alors, merci à vous 3 donc, pour votre présence en direct ce matin. Vous pouvez donc nous suivre, bien sûr, en FM 98.0, par Internet, la web radio, idfm.fr, ou tout de suite en direct vidéo live sur notre page Facebook. On revient tout de suite après notre première pause musicale. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis. Ah, c'est Dinah Washington, oui, c'est vrai. J'ai oublié de me les écrire. Faut me redonner la liste.
Oui, c'est I Get a Kick. Elle parle d'alcool et de champagne. C'est bien. Voilà. Donc, Quentin, on a un appel téléphonique vers 10h. Ça ira. Des fois le téléphone il fonctionne pas. Mais justement, ouais. Mais prévenez-moi avant l'émission, c'est mieux. Bah voilà, je peux très bien. Ouais. Je vais Euh, renoter le numéro. c'est un fixe ou c'est un portable? C'est un fixe. Et c'est à quelle heure vous m'avez dit? À partir de 10h, on va l'appeler. Parce qu'avant, c'est nos invités qui parlent, ceux qui sont en studio. Donc, elle s'appelle Françoise. Faudra mettre le casque, oui. Non, c'est Chantal. Vous allez tomber sur sa secrétaire. Ah, ok. Donc, elle va aller la chercher assez rapidement. David, vous allez tout le temps déranger là, assis. Ouais, vous avez raison, retournez là-bas. Ok. On a 2 minutes là? On a le temps. Oui, de toute façon, le temps que je commence ma première info, c'est Michel qui va commencer à débattre. On a pas mal d'infos, hein, donc Quentin. Oui, parce que c'est pas les mêmes droits d'auteur quand c'est en FM et quand c'est sur Facebook. Ah oui. Et comme nous, on est une radio associative, on ne peut pas se permettre. Là c'est du jazz. Je sais pas de quelle année c'est, mais je pense que ça va être bon. Je sais pas. Aucune idée. Je préfère baisser. Au bout de 70 ans, les droits d'auteur ils tombent. Je sais pas au bout de combien de temps ça tombe. Je pense 70 ans. Je vais regarder, de toute façon, il faut que je regarde la semaine prochaine. On va parler de droits voisins, alors il faut que je regarde tout ça pour la semaine prochaine. Ça fait combien de temps là? Ça fait 3 minutes. Ah non, on y va là. Ok. Vous baissez tout doucement et puis je vais désannoncer. Voilà, c'était donc Dinah Washington, la magnifique Dinah Washington avec son titre I Get a Kick Out of You qui parle quand même pas mal de champagne et un peu d'alcool. On va être raisonnable sur ces deux points-là. Alors, comme d'habitude, eh bien, l'info à retenir commentée par nos invités du jour. On va parler de la loi Pacte. Mauvaise nouvelle pour les mauvais payeurs. L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui autorise l'administration à publier dans la presse le nom des entreprises sanctionnées pour des défauts de paiement de leurs fournisseurs. Alors, cet amendement a été défendu par Olivia Grégoire, qui est bien sûr La République En Marche, et elle a reçu le soutien de la Commission et du gouvernement. Nous devons montrer, a-t-elle dit, que nous sommes intraitables sur ces dérives. Il faut frapper les mauvais payeurs là où ça leur fait mal, à leur réputation. Qu'en pensez-vous? Michel Collet, qu'en pensez-vous? Ah bah là, je pense qu'effectivement, quand on va parler médiation tout à l'heure, il est évident que mauvais payeur ne veut pas dire forcément problème financier. Il y a sûrement un conflit à régler quelque part. Ça, c'est clair. Est-ce qu'en termes de médiation, justement, le point financier, enfin le sujet de la finance, vient dans les premiers chefs de litige? Pas forcément. Pas forcément. Non, c'est souvent plutôt les problèmes humains qui n'ont pas été effectivement résolus. On va en parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. Seconde info, toujours dans la loi Pacte, l'Assemblée nationale vote la création d'un guichet unique pour les entreprises pour certaines formalités administratives. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a vanté ce dispositif, soi-disant plus simple, plus juste et plus transparent que le système en vigueur. Son entrée est programmée le 1er janvier 2021.
Donc actuellement, les formalités de création, de modification de situation et de cessation d'activité sont accomplies auprès des 1400 centres de formalités, les fameux CFE, qui sont gérés par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres d'agriculture ou encore les greffes des tribunaux de commerce. Alors, selon l'article du projet de loi, la croissance et la transformation des entreprises, le futur opérateur pourra être public ou privé, mais dans ce cas, il restera sous contrôle de la puissance publique, a assuré le ministre. Alors, il a été prévu une période de transition jusqu'en 2023, durant laquelle les entrepreneurs pourront toujours continuer à déposer leur dossier physiquement auprès des CFE, qui d'ailleurs les accompagnent et les aident dans toutes les démarches. Qu'en pensez-vous, Alain Pétrissan? Oui, mais pour moi, tout cela est un peu obscur, puisque lorsque j'ai utilisé les services des CFE, je trouvais que c'était déjà très transparent, guichet unique, il était déjà là, très efficace. Donc, je ne fais pas trop le lien entre l'annonce et l'amélioration qui semble être attendue de cette annonce. Effectivement, il faudra attendre la mise en application pour voir. Alors, est-ce que ce sont toujours les fameux guichets actuels des CFE qui vont être labellisés? Je ne sais pas. Oui, on ne comprend pas très bien. Ouais. On a du mal effectivement Oui, voilà, à s'y retrouver. Voilà, il faut attendre un petit peu, donc entre 2021 et 2023. Autre affaire, alors je ne m'intéresse pas aux faits divers, vous le savez, mais je sais que beaucoup d'entre vous, ils me l'ont dit, s'intéressent à l'affaire Benalla. Eh bien, le scoop de cette nuit, c'est que son avocat, maître Laurent-Franck Liénard, a annoncé sur Facebook qu'il n'assurerait plus la défense de l'ancien chargé de mission de l'Élysée. Il lui dit même « Je lui souhaite beaucoup de courage pour affronter la suite ». C'est surprenant car son client, mis en examen pour violence en réunion, doit être entendu demain, c'est aujourd'hui d'ailleurs, par les magistrats pour son premier interrogatoire. Dans cette affaire d'ailleurs, à la commission des lois du Sénat, ils reçoivent mercredi 10 octobre Madame Sophie Hatt, directrice des services actifs de la police nationale, ancien chef de groupe de sécurité de la présidence de la République. D'ailleurs, cette audition est ouverte au public, tout comme à la presse, dans la limite bien sûr des places disponibles. Il faut vous inscrire si vous vous y intéressez. Allez, on continue avec les infos économiques, mais peut-être que l'un d'entre vous veut commenter. David Barbe, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Benalla? Que de rebondissements. Je trouve simplement qu'on en parle peut-être un peu trop. Donc voilà, je ne vais pas alimenter une nouvelle fois ce fait divers. Vous êtes du même avis que moi. En fait, on en parle de trop, donc nous, on se tait. Oui, je pense qu'il y a des affaires plus importantes à traiter. On est d'accord. Allez, on continue. Alors là, maintenant, autre annonce qui va vous intéresser, David Barbe, c'est après WhatsApp, autour d'Instagram, de perdre ses fondateurs sur un fond de mésentente, à ce qu'il paraît, disent les journaux américains, avec Facebook. Les deux plateformes avaient été rachetées en 2012 et en 2014 par Facebook. Mike Krieger a quand même travaillé ces 8 dernières années chez Instagram, aux côtés de Facebook, après avoir travaillé 6 ans chez Facebook. Il dit « Nous allons prendre des congés pour explorer à nouveau notre curiosité et notre créativité ». Et puis Kevin Systrom, c'est l'ancien directeur général d'Instagram, qui avait créé l'application en 2010, qui a eu le titre directeur des affaires technologiques, va lui aussi prendre des vacances. Quant aux deux cofondateurs de WhatsApp, Yann Koum et Brian Acton, ils avaient quitté Facebook en mai dernier. Et Brian Acton, par contre, lui, en 2017. Quelqu'un veut réagir? David Barre, peut-être? Non, je pense qu'on sait pas tout. Souvent, quand vous avez une start-up qui se fait racheter, les cofondateurs ont des clauses de lock-up qui, en général, s'étendent jusqu'à 4 ans. Donc là, dans le cas de WhatsApp, on est à peu près sur ce délai-là. Donc c'est fort probable qu'on n'a pas forcément une divergence très forte entre les différents cofondateurs. On est plutôt dans une logique suite à une fin de période de lock-up. Après, est-ce que les cofondateurs auraient pu rester? Il y a peut-être des problèmes de vision, mais c'est aussi des entrepreneurs dans l'âme qui ont aujourd'hui les moyens financiers d'aller accomplir d'autres projets. Je pense que c'est surtout ça qui motive leur choix de départ. Et puis peut-être que ce n'est pas bon que les anciens fondateurs restent avec les nouveaux repreneurs au bout d'un certain temps. Après, c'est sûr ça que assumer une vision d'un autre entrepreneur, alors qu'on a été nous-mêmes aux commandes, c'est peut-être difficile. C'est jamais simple. Pour autant, s'il y a une forte compatibilité culturelle, je pense,
dès l'origine du rapprochement, c'est aussi quelque chose qui aide pour pérenniser justement le management de la filiale et de la société qui était prédatrice. Merci David Barbe. Alors, une nouvelle pour continuer aux infos du jour, c'est une table ronde qui aura lieu le 9 octobre au Centre des Arts à Enghien-les-Bains, qui s'appelle « Réussir sa communication digitale ». Peut-on efficacement communiquer à moindre coût à l'ère du tout digital? Mais oui, c'est possible, ce sont les questions qu'ils vont se poser. Le web offre de nouveaux leviers gratuits pour réussir sa stratégie de communication, marketing et de e-business, à condition d'appréhender et de connaître les innovations, les mutations, les médiations et les nouveaux usages. Alors, ce sera avec Anne Le Gall, cofondatrice de Diplo Pixel, IndieGit si vous voulez, société spécialisée dans l'éditorial et le numérique. Iris Naudin, spécialisée dans la stratégie digitale, le web design et le social media, et Abdelkrim Talaoui, cofondateur d'Octopic, une agence big data et de data science. C'est donc le 9 octobre au Centre des Arts à Enghien à 19h, donc vous pouvez y aller, inscrivez-vous, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Peut-être un petit commentaire, l'imprécision, c'est tout à fait dans votre domaine. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que tout ce débat autour de la question du budget, de l'optimisation et des actions sur le web pour faire du marketing et des ventes, ça prouve l'état de maturité dans lequel sont les solutions, les technologies qui existent aujourd'hui. Donc, marketing sur le web est récent, ça date vraiment depuis 3-4 ans. Et aujourd'hui, les vraies questions qui se posent, une question essentielle, c'est la question du budget. Alors, on va en reparler tout à l'heure lorsqu'on parlera de votre activité, parce que ce que vous venez de dire, c'est intéressant. En fait, le marketing digital existe depuis plus longtemps, mais vous dites que le marché est mature en fait depuis seulement 4 ans, donc on en reparlera tout à l'heure. Autre info aujourd'hui, c'est la France qui va emprunter 2 milliards l'an prochain pour financer 100 milliards de déficit et le nouveau remboursement, enfin non pas le nouveau, le remboursement d'emprunt que l'on ne peut plus rembourser. Alors je pense que là, ça mérite à nos chefs d'entreprise un commentaire. David Barbe? C'est certain que le fardeau de la dette, il y a un jour ou l'autre où il faudra l'assumer. Le contexte actuel est inquiétant parce qu'on a besoin d'emprunter davantage. On a des taux d'intérêt qui vont augmenter de nouveau après un long cycle de baisse des taux. Justement, hier, le président de la Fed américaine, Jerome Powell, vient d'annoncer une augmentation de 25 points de base des taux d'intérêt de 2 à 2,25. La BCE avec Mario Draghi s'apprête également à annoncer une remontée des taux. Donc un effort encore plus important de remboursement de la dette est prévu dans les années à venir. Ce serait bien que le déficit soit mieux maîtrisé et qu'on commence à prendre des actions fortes pour réduire cette dette et éviter de léguer ce fardeau-là à nos enfants et nos petits-enfants. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous trouvez que le gouvernement actuel, finalement, ne réduit pas suffisamment ses dépenses. C'est toujours difficile en France, je pense, de prendre des mesures fortes de baisse de coûts, parce que c'est toujours perçu comme peut-être antisocial, parce qu'on sait où sont les déficits. Donc c'est des sujets quand même toujours très sensibles. Donc il faudra trouver des solutions. C'est pas mon métier, mais je pense qu'effectivement, on n'a pas encore une feuille de route suffisamment claire sur la manière dont on va réussir dans les années à venir. On compte sur la croissance, donc peut-être que la réduction du chômage déjà aidera dans cette voie-là. Voilà, on compte sur la croissance, c'est vrai, mais pour l'instant, la croissance n'est pas au rendez-vous, pas à la hauteur de ce qu'on espérait, puisqu'elle est stagnante par rapport à l'an passé. C'est les chiffres annoncés. Le chômage, ce sera compliqué d'avoir une croissance forte, comme aux États-Unis, qui sont plus à 5% de croissance. C'est sûr qu'on est très loin de ces niveaux-là encore. Ceci dit, c'est deux points de vue économistes différents. Il y a les économistes partisans de dette et les économistes partisans d'un effort budgétaire. Donc, c'est deux visions complètement un peu opposées qui s'entrechoquent. Et c'est vrai que ce sont souvent sur des sujets sensibles qu'il faut évidemment baisser les dépenses. Merci David Barbe. Alors, autre info, c'est la commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle qui envisage d'instaurer une taxe sur les aliments les plus salés. On consomme trop de sel en France. Le taux, en principe, par jour, c'est 5 grammes. Et on en consommerait en moyenne de 10 à 12 grammes, ce qui est énorme. Et c'est ce qu'a dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et ça provoque des maladies
plein de maladies qu'on appelle des maladies chroniques. Et donc, effectivement, je vous conseille, si vous voulez connaître votre taux de sel, allez sur le site France Info qui publie donc un petit questionnaire. Il vous propose de cliquer sur des images que vous mangez quotidiennement et puis vous verrez si vous dépassez ou pas votre taux des 5 grammes et vous verrez, ça va très très vite. Je l'ai testé hier soir. Autre info, alors Alain Pétrissian, peut-être vous voulez commenter sur le sel? Oui, enfin, le sel, le sucre, bon, il y a des vrais fléaux alimentaires aujourd'hui et je pense que bon, là, la nouvelle portait sur une taxe, mais il faut aussi penser à toujours communiquer sur ces fléaux parce qu'il y a une vraie bataille de lobbyistes, de communication là-dessus. Oui, et il faut c'est vrai. affirmer et le dire fortement qu'effectivement, le sel, en l'occurrence, à forte dose, peut être très très néfaste pour la santé. Oui, aussi néfaste que le sucre. Exactement. Et d'ailleurs, hier, on avait une émission spécialisée sur les maladies cardiovasculaires parce que se tient samedi à Enghien les entretiens médicaux d'Enghien sur le thème du cœur et des maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai que c'est ce que nous ont expliqué les médecins hier, que ça entraîne des maladies comme le sucre, c'est le diabète, et le sel, c'est d'autres types de maladies. Alors, merci Alain Pétrissian. Alors, je continue avec l'info. Les Français sont de plus en plus nombreux à devenir micro-entrepreneurs. Le régime est particulièrement facile et attractif et avantageux car on ne paye d'impôts que lorsque l'activité génère du chiffre d'affaires. Fin 2017, on comptait 1,1, presque 1,2 million de micro-entrepreneurs, soit 11,3% de plus qu'en 2016. Et la progression est quand même très rapide. Seuls 6 entrepreneurs sur 10 ont une activité régulière. Les secteurs qui ont connu la plus forte hausse, bien sûr, c'est le secteur des transports, notamment à cause des VTC, mais aussi l'immobilier. Ensuite vient le nettoyage et la santé. Malheureusement, le chiffre d'affaires moyen atteint 3 664 € pour le dernier trimestre 2017. Donc ça reste des petits chiffres d'affaires. Vous voulez commenter? Est-ce que quelqu'un veut commenter cette actualité? Oui, David Barbe. Oui. Sur ce statut, c'est extrêmement facile effectivement de faire les démarches pour devenir auto-entrepreneur en France, ce qui est une très bonne chose. En revanche, si on regarde le taux de résiliation du statut après la première année, il est extrêmement élevé, je crois qu'on est proche de 70%, ce qui aussi peut-être amène des questions sur justement la récurrence du chiffre d'affaires quand on lance son activité en tant que micro-entrepreneur et peut-être un travail en amont qui n'est peut-être pas suffisamment approfondi aussi et des emplois un peu précaires qui peut-être sont davantage des emplois de transition après vers d'autres activités. Voilà, ou alors un complément d'activité, souvent, ouais. quelquefois ça peut être ça aussi, un complément d'activité qui reste effectivement temporaire. Alors justement, je poursuis avec les auto-entrepreneurs qui s'estiment lésés, en tout cas un à attaquer en justice, qui conteste son calcul de sa retraite complémentaire et il s'en est pris à la CIPAV, la caisse de retraite complémentaire justement, auquel sont beaucoup affiliés des auto-entrepreneurs, puisque la CIPAV gère 320 000 auto-entrepreneurs. En tout cas, cette personne a estimé que son calcul des points de retraite était minoré et dans cette affaire, eh bien, la justice lui a donné raison. Donc c'est grave car d'autres entrepreneurs pourraient se trouver dans ce même cas. Voilà. Alors, info suivante, eh bien, c'est la maison italienne, la maison Versace, qui est rachetée par Michael Kors. Et je vous en parle parce que cette maison était donc détenue à 20% par un fonds américain, mais encore à 80% par le reste de la famille Versace. Et donc la transaction s'élève à 1,83 milliard de dollars, car Michael Kors veut devenir un grand de la haute couture, au même titre que LVMH. Et d'ailleurs, il a commencé l'année dernière à racheter Jimmy Choo. Il faut savoir que la maison italienne Versace a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 668 millions d'euros et un bénéfice de 15 millions d'euros, donc elle est très bien gérée. Un commentaire qui veut commenter cette annonce, David Barbe. Je pense que c'est une bonne chose, tant mieux pour Michael Kors, c'est une belle acquisition. En revanche, il y a de moins en moins encore de maisons de couture qui ont une histoire, qui sont encore gérées de manière par la famille fondatrice. Et ça va devenir une ressource extrêmement rare. LVMH a sûrement dû aussi, et d'autres, je pense à Gucci, qui ont dû aussi se positionner sur cette acquisition. Donc voilà, il y a d'autres encore petites maisons indépendantes de
cette ampleur dans le monde, mais ça devient de plus en plus rare. Je pense à Salvador Ferragamo aussi, qui est encore géré par la famille. Il y a des spéculations sur justement une prise de participation de LVMH et d'autres. Et voilà, je pense que c'est dommage et j'espère qu'on aura un capital familial encore dans ces petites maisons-là dans le futur. Mais heureusement, il y a des nouveaux créateurs qui créent leur propre marque et donc la relève va peut-être être assurée. Maintenant, est-ce qu'ils auront la renommée mondiale comme Versace? Ça, l'avenir nous le dira. Merci David Barbe. Dernière info du jour, eh bien, je vous l'avais déjà annoncé, mais comme on arrive à la fin de l'inscription, c'est Initiative Île-de-France qui accompagne, finance et héberge la création d'entreprises. Elle offre un concours ouvert à toutes les femmes entrepreneurs. Il faut candidater jusqu'au 30 septembre sur le site créatrice au pluriel d'avenir toutattaché.com. À la clé, une notation globale de 60 000 €, dont 30 000 € en numéraire et 30 000 € en accompagnement délivré par les partenaires du concours. Un d'entre eux, c'est Air France qui offre, par exemple, 2 vols long courrier dans le cadre d'une mission de prospection à l'étranger ou encore un accompagnement via sa filiale Sodeci par du conseil et de la mise en réseau. Donc je vous rappelle, quand même, c'est un joli concours. Les femmes entrepreneuses, allez-y, jusqu'au 30 septembre, inscrivez-vous sur créatricedavenir.com. Je vous rappelle que l'année dernière, c'est 15 finalistes qui étaient soumises au vote du public et qui a élu la plus prometteuse d'entre elles. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. Et tout de suite, une petite pause musicale et on revient juste après avec nos invités du jour. Qu'est-ce que vous nous avez choisi? C'est la deuxième, Charlie Puth. Et le titre s'appelle Happier, c'est ça? Non, C'est quoi? The Way. Est-ce que je pourrais faire une proposition de titre ou pas? Oui, si on l'a en stock, je sais pas. Aretha Franklin, pour rendre hommage. Alors j'en avais plein. Il faut aller voir dans ma Le titre. J'en ai plein, mais je sais pas si je les ai pas amenés aujourd'hui. Parce que je lui ai rendu un hommage. Et en fait, j'ai passé je passe beaucoup de jazz, moi. Mes pépites, en général, la première musique que je passe, c'est une pépite. Je vous ai passé le numéro... Non. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, ma page numéro 2. Et voilà. Non, c'est la page... Si, c'est ça. Voilà. Personne pour l'appeler. On en a bien Ouais. en stock. Et après, on va en passer. Qu'est-ce qu'on a? Respect. Eh ben, très bien. C'est Chantal Zimmer, ça? Oui, Chantal Zimmer. C'est pas la secrétaire, Chantal Zimmer. Non, c'est elle, c'est mon interlocutrice. Elle dure combien de temps cette chanson? Il reste 40 secondes et ça fait 2 minutes. Bon, on reprend. Nous voici de retour sur IDFM au bar de l'économie. Je suis avec Michel Collet, présidente de 1001 lieux de médiation, avec David Barbe, l'un des 3 cofondateurs de Lucky Homes, et avec Alain Pétrician, qui représente WSI, une franchise en marketing, en conseil en marketing digital. Alors, tout de suite, eh bien, nous allons passer la parole à Michel Collet, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans la médiation, qu'est-ce qu'on essaye de résoudre, quel problème essaye-t-on de résoudre? Est-ce que c'est conventionnel? Est-ce que c'est judiciaire? Comment ça se passe? Les deux, effectivement.
La médiation judiciaire, le médiateur est nommé par le juge, et là c'est une procédure qui est en cours. Et la médiation conventionnelle, celle que j'essaye de mettre effectivement en place chez les chefs d'entreprise, c'est un esprit de médiation qu'ils peuvent avoir, parce que la médiation conventionnelle, on la décide, c'est un acte volontaire, et quand un chef d'entreprise a décidé de régler ses conflits d'une façon amiable, je lui conseille fortement de voir dans tous ces contrats une clause de médiation qui justement évitera de se poser la question. Alors on va revenir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire vous avez dit que vous êtes nommé par un juge. Quand c'est une Alors médiation judiciaire. quelle procédure faut-il faire pour devenir médiatrice finalement? Quelle procédure faut-il faire? Oui, tout simplement se former à la médiation. Hein. Ça fait effectivement 20 ans que j'entends parler de médiation. J'ai approché les médiateurs qui ont commencé à faire pénétrer en France les méthodes de médiation canadiennes. Et c'est vrai que j'étais conseil dans un autre temps dans ma propre entreprise aussi, en communication. Et j'ai déjà approché les chefs d'entreprise de cette façon-là, de façon à faire un petit peu voir les choses d'une autre façon, traiter l'humain avant de traiter judiciairement les Bien sûr. Voilà. Mais au niveau de votre formation, vous êtes agréé, hein, c'est ça? Alors, on ne peut pas faire ça comme ça, c'est ça que je veux dire. Il y a des habilitations, Voilà, on est agréé, on suit plusieurs formations. La seule médiation qui a un diplôme, c'est la médiation familiale. Mais bon, voilà, c'est les médiateurs. Alors vous avez deux spécialités, c'est l'entreprise et le particulier. Voilà. Alors l'entreprise, vous étiez en train de nous dire, Oui. donc il faut ajouter dans certains contrats, alors vous allez nous dire lesquels, une clause de médiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel contrat faut-il les ajouter? Tous les contrats. C'est-à-dire aussi bien avec ses salariés que des contrats avec des fournisseurs? Oui, tout à fait, parce que les juges sont amenés maintenant, depuis la loi de 2015, à amener à dire, quand ils sont en procédure, évidemment, avez-vous tenté une médiation avant de venir me voir? Alors ça, effectivement, il y a de moins en moins de juges qui ne le font pas, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, quand j'ai commencé à parler de ça, ça ne se faisait pas couramment. Maintenant, même au niveau du prud'homme, on essaie, avant la procédure, effectivement, de faire de la médiation. Oui, d'ailleurs, on a vu qu'il y a beaucoup moins de procès en prud'homme parce que, justement, la médiation marche très bien en ce moment. Bien sûr. Mais donc, quels sont les cas? Enfin, on comprend très bien qu'il faille une médiation entre employeur et salarié. Effectivement, ça paraît normal qu'un employeur parle avec ses salariés et vice-versa. Oui. Par contre, on a du mal à comprendre comment on peut... qu'est-ce qu'il peut y avoir comme litige entre clients, fournisseurs et associés. Vous parlez de ce qui s'est passé cette nuit, là, justement. Effectivement, un fournisseur qui n'est pas payé, ou vice-versa, enfin, entre clients et fournisseurs, si effectivement une mise généralement avec huissier, là, on va avoir effectivement une grande facilité à mettre les clauses de médiation. Parce que justement, avant d'aller jusqu'à la procédure, vous allez pouvoir discuter avec la personne avec qui vous êtes en conflit. Tout simplement, on ne se comprend pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand on est en conflit? C'est qu'il y a eu au départ une mauvaise communication et elle est mal comprise d'un côté ou de l'autre. Le conflit, on le découvre comme ça en médiation. Mais alors, imaginons, je vais prendre un cas, imaginons, je suis un industriel, il y a un défaut dans la matière première qu'on me livre, voilà. Est-ce que là, ça peut être sujet à médiation? Bien sûr, parce que au moment où la personne décide... Forcément, je ne veux pas payer, bien évidemment, sûr, si j'ai un défaut matériel. Alors, est-ce que vous avez la capacité de rentrer en contact directement avec la personne avec qui vous êtes en relation commerciale? Oui, c'est bien, mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Donc, d'avoir un tiers qui se met effectivement à l'écoute des deux personnes, régler les conflits, régler le problème, le différend au moment entre êtres humains, ça change la donne. En fait, il y a un cadre particulier. Oui, mais ce que vous dites, ça veut dire que les gens ne se parlent pas finalement. Rarement dans les conflits. Oui, rarement. Le conflit existe comme ça. On ne se parle plus. La communication n'est pas sur le même... voilà. David Barbe hoche la tête.
Donc, et Alain Pétrisson aussi, on va leur passer la parole. David Barbe, pourquoi vous hochez la Ouais, tête? je trouve ça très Parce que vous êtes intéressant. jeune, donc Ouais, mais déjà avec vous l'avez déjà rencontré? Un petit peu d'expérience. Je pense qu'effectivement, le fait d'inclure cette clause dans les contrats aide énormément parce que une fois qu'on ne se parle plus, même si une des deux parties souhaite solliciter une médiation, c'est compliqué. Si en revanche c'est contractuel, ça se fait naturellement et je pense effectivement que le taux de succès est important parce que ça permet de rétablir la communication, peut-être que chacun soit face à ses contradictions aussi et avoir un avis objectif, rationnel sur la situation de conflit. À mon avis, ça permet un taux de résolution de litige assez important. On traite l'humain là, effectivement, on est dans les émotions, chose que dans le judiciaire, on se fait représenter, l'avocat défend votre position et c'est le juge qui tranche. Là, en médiation, le processus de médiation ramène à ce que les personnes puissent se rencontrer sur le même terrain, Donc, en entendre fait, les mêmes émotions d'un côté que de l'autre et travaillent dans l'intérêt. En fin de compte, on finalise par travailler dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu compréhension. Voilà. Donc en fait, vous faites venir les deux parties Oui. avec vous en même temps à un même rendez-vous finalement. Voilà, tout à fait. Ça s'appelle des réunions plénières. Je peux avoir des réunions de chaque côté pour expliquer le cas. Ça dépend. Ça dépend. David Barbe. La question que je me pose, c'est comment est-ce que vous assurez la neutralité dans votre approche justement, l'impartialité, parce que vous êtes, il n'y a pas forcément une seule entité qui va vous solliciter. Donc s'il y a deux parties, qui choisit, comment choisit le médiateur en fait? Comment choisir le médiateur? Ouais. Oui, Michel Collet, comment... Oui, Comment mon vous centre faites? est saisi par une personne qui a effectivement envie de régler son conflit litige. à l'amiable. Et c'est le rôle du médiateur de convaincre l'autre personne de rentrer en médiation. Voilà, quand il n'y a pas de clause de médiation, c'est comme ça. Est-ce que chaque partie peut prendre un médiateur ou Ah non, là, effectivement, moi-même, par exemple, selon le cas, je peux effectivement avoir un pool de médiateurs avec moi. Si c'est une affaire qui est à gérer avec beaucoup de personnes, je travaille avec un pool de médiateurs ou en comédiation. Donc l'importance de l'affaire fait que vous êtes un ou plusieurs Voilà, médiateurs, en tout à fait, c'est ça que vous nous dites. Tout à fait. Et alors, donc, est-ce que là, depuis... parce que c'est vrai que cette loi est apparue il y a quelques années, quelques mois maintenant, est-ce qu'on le voit de plus en plus? Est-ce que les entreprises commencent à mettre des clauses de médiation dans leurs contrats? Oui. Depuis 3 ans que je rentre au sein de tout groupement, association, j'arrive à convaincre. Effectivement, je fais un petit travail de jardinier, je sème un peu mes graines un peu partout. Et effectivement, les gens commencent à comprendre que les bienfaits de la médiation, c'est plus rapide, c'est moins coûteux et c'est surtout que les accords qui sont pris sont pérennes. Et on se part même, on a réglé nos problèmes, on a vraiment réglé, excusez-moi, mais psychologiquement, on a vraiment dégagé un fardeau. Et on s'en rend beaucoup compte au niveau du prud'homme, quand vous avez pu avoir la possibilité d'expliquer à votre employeur les raisons vraies, vous êtes à même de pouvoir rechercher du travail et être dans votre vie un peu plus serein, quoi. Plus serein. Et ça, on le voit énormément. À la place de régler judiciairement la séparation, quand on la règle à l'amiable, ça change la donne. C'est vrai, énormément. Alors, il y a un autre cas pour lequel vous intervenez, toujours en entreprise, c'est la médiation de projet. Ah oui, la Alors médiation là, de projet. on est un petit peu surpris Mhm. par le fait que lors d'acquisition d'entreprise, il faille tout de suite aller à la médiation. Quels sont les cas qu'on peut rencontrer? Pourquoi on fait appel à vous lors de rachat d'entreprise? Quand on a compris que dans ce cadre de médiation, c'était un cadre d'abord confidentiel, il faut le savoir, un cadre où on se permettait donc, vu la confidence, on pouvait se permettre de dire des choses qui nous sont proches et surtout qui nous révèlent dans la capacité de gérer l'affaire que l'on doit reprendre ou que l'on doit céder Et ça, c'est important de rencontrer l'humain et pas seulement les chiffres et les avantages d'une reprise. Et bien souvent, lorsque les personnes sont autour d'une table avec une personne qui est un tiers indépendant, je dirais plutôt là qu'on est plutôt facilitateur que médiateur. Il n'y a pas de conflit, mais on facilite la discussion parce qu'on est dans un cadre privilégié.
Et les gens se rendent très vite compte que ce cadre où on amène une écoute active de toutes les parties, ben, il se passe effectivement une dimension de communication véritable. Les objectifs sont vraiment énoncés et la reprise ou la vente se fait dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que vous voulez nous dire que là, c'est pas forcément du litige à la base, Voilà, c'est tout plus à fait. pour faire une transaction. Mhm. Et donc, en plus des avocats et des commissaires aux comptes ou des experts comptables, on peut vous demander d'assister Tout à fait. le repreneur ou le vendeur lors de la transaction qu'il veut faire. Voilà, c'est ça que tout à vous voulez fait. nous dire. C'est Ouais, pas ouais. forcément des litiges. Non, non. Et la médiation de projet, par exemple, elle est aussi préventive pour, par exemple, quand une entreprise est en difficulté, généralement, il y a un conflit qui n'a pas été réglé. Et le conflit, alors là, il peut venir de tas de. Vous avez des exemples? Ah bah oui, Vous avez bah, quelques exemples. le seul exemple, c'est un chef d'entreprise qui avait effectivement un associé très proche et qui malheureusement vivait dans sa vie de couple une séparation très très dure et ben voilà, cet associé n'était plus efficace au quotidien et ça a duré 1 année, 2 années et malheureusement l'entreprise s'est trouvée en difficulté. Et là, quand on commence à parler aux chefs d'entreprise, d'être un petit peu à l'écoute de ce qui se passe dans l'entreprise, pas seulement au niveau financier, au niveau marketing et tout ce que l'on peut mettre comme qualité pour faire croître une entreprise, il faut regarder l'humain. Et je pense que le fait d'avoir peut-être proposé à son cadre, qui était son associé, de régler son problème peut-être en médiation, parce qu'il y a aussi la médiation au niveau de la séparation. Je pense que voilà un cas. Maintenant, on travaille en amont quand les personnes, l'entreprise est en difficulté. On essaie de voir si on ne peut pas régler le problème fondamental qui n'a pas été découvert. Voilà. Et ça sert énormément aussi pour pouvoir liquider l'entreprise si elle doit arriver jusqu'à la liquidation. Le chef d'entreprise, on va l'aider à rebondir parce qu'il va comprendre pourquoi il en est arrivé là. Et c'est un échec, c'est toujours bon de rebondir d'un échec. Bien sûr. Et la médiation aide à dévoiler un petit peu l'humain. Merci Michel Collet. Alors ça, c'était pour la partie professionnelle. Mais maintenant, pour la partie particulier, qu'est-ce qu'on peut vous demander? Dans quel cas on peut faire appel à vous entre particuliers? Le voisinage, le divorce, les successions. Les successions. Oui, les successions. Le notaire ne suffit pas. Vous savez, quand vous avez une fratrie qui se dispute depuis des années avant de conclure la succession, voilà, la médiation a vraiment remettre tous les frères et sœurs autour d'une table, c'est pas simple, mais ça peut arriver effectivement que l'on puisse amener la médiation est toujours un effet bénéfique. Je dis toujours de toute façon que quand on passe par la médiation, il y a un effet qui se coule. Hein. On n'est plus pareil du tout dans sa vie même au quotidien, puisqu'on a appris à avoir une écoute active et à comprendre que ce que l'on dit n'est pas forcément entendu comme on croit l'avoir dit et comme on croit que les gens peuvent comprendre. Et ça, c'est le bienfait de la médiation. On n'est plus du tout pareil après. Alors, quels sont les domaines qui sont les plus demandés par exemple, parce que par exemple, il y a beaucoup de litiges en immobilier, admettons. Est-ce qu'on vous fait appel à vous pour ce genre de... Oui, bien sûr, en copropriété, mais les litiges de voisinage, c'est très courant. Hein, c'est très courant. Alors là, c'est bien souvent, ça a commencé par le judiciaire, ou alors, effectivement, vous commencez à être un petit peu de bouche à oreille connu, et le voisin dit, oh là là, bon, on va essayer de régler ça plutôt à l'amiable. Mais c'est les plus grands et les plus durs à régler, parce que, pourquoi? Tout simplement parce que les gens sont appelés à vivre ensemble. Donc, c'est dur à gérer. C'est dur à gérer, mais on prend un peu plus de temps, et puis on est sur le terrain. Moi, je vais sur le terrain. Alors, comment fait-on pour faire appel à vos services et combien ça coûte? Dites-nous tout. Alors, pour faire appel à mon service, comme je vous l'ai dit en judiciaire, c'est le juge qui ordonne une médiation, donc c'est lui qui fait appel à moi. Et en conventionnel, ce sont donc les particuliers ou les entreprises qui ont envie de régler le problème à l'amiable. Comme je le disais tout à l'heure, si les entreprises ont mis la clause de médiation, ben, c'est simple, on saisit, il y a une saisine, on saisit le centre de médiation
Et le rôle du médiateur, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de convaincre l'autre partie s'il n'y a pas de clause de médiation. Et Donc s'il y en a fait- une, ça on se fait automatiquement. Donc on ne fait pas forcément appel à vous en direct, on fait appel d'abord à une chambre Non. directement. Non, non, non. Non, on peut- Au centre de médiation, si les clauses de médiation sont mises dans les contrats, le centre est nommé, donc il n'y a aucun problème. L'une ou l'autre des parties peut être Mais m'appeler. d'accord, Voilà. on peut vous appeler directement. Voilà, donc. tout à fait. D'accord. Donc je rappelle, Michel Collet, que vous êtes présidente de 1001 lieux de médiation. C'est en Val d'Oise. Donc n'hésitez pas à faire appel. Et puis aussi, vous êtes à Paris. Donc n'hésitez pas à faire appel à la médiation parce que quelquefois, ça règle quand même beaucoup de litiges avant d'aller. Et ça coûte moins cher que d'aller au tribunal en plus. oui. Puis ça va plus vite. Ça va plus vite. Il faut savoir que la médiation, c'est le conventionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte volontaire. Donc, les personnes qui rentrent en médiation sont déjà dans la tête structurées pour aller au bout de ce conflit à l'amiable. Et là, c'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise foi. On rentre en médiation en toute bonne foi et on a l'idée d'arriver à régler son conflit dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Merci beaucoup Michel Collet d'avoir effectivement débattu de la médiation car c'est un point très important qui depuis 2015 n'est pas tellement en fait, on n'en parle pas beaucoup, Non, donc il faut le faire savoir Ouais. et c'est quand même mieux de régler ces litiges plutôt que d'aller tout de suite en justice. Voilà. On va faire une nouvelle pause musicale et puis on revient tout de suite après pour continuer et cette fois on change de sujet, on va parler d'habitation, de gestion de logement. Bonjour. C'est Bruno Vigoureux qui vient nous faire la chronique culinaire à 10h. C'est bien. Lui il fait sa chronique et après on a... Il n'y aura pas d'autre pause musicale entre maintenant et la pause et le téléphone. Oh si, pourquoi? Parce que c'est en train de dire. Ah bah non, on va d'abord faire parler David Barbe. Parce que c'est mieux que j'appelle pendant une pause musicale, comme ça répond pas, je peux vous dire. Ouais. Bah à ce moment-là, on va faire parler David Barbe. Après, on fait parler Bruno. Ensuite, on va faire parler et on l'appellera après. En dernier, on va l'appeler plus tard. On va faire une pause. Après la chronique culinaire de Bruno, on fait une pause musicale. Mais entre David Barbe et la pause cuisine, pas de musique. Tu es là à 13h15 tout à l'heure? Normalement. Je pense que Francky va m'en remplacer pour. C'est voyons. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant cette approche de médiation. Ah ouais. Moi, ça m'a énormément aidé. Sinon, j'ai eu des gros conflits dans la succession, j'ai eu des conflits au sein de l'entreprise familiale. Et en fait, le problème, je pense à le problème quand c'est pas contractuel, c'est qu'on ne peut pas obliger une partie de recevoir un médiateur. Et moi, j'étais confronté à ça. J'ai voulu, parce que j'avais pas de pouvoir au sein de Parce qu'il l'entreprise faut que familiale. l'émission que j'ai enregistrée hier, Complexe. je te la donnerai Et tout en à fait, l'heure. du coup, je savais qu'ils avaient tort sur énormément de choses, il y avait l'abus de position dominante de leur côté. Et en fait, le problème, c'est qu'eux, ils en avaient conscience de cet abus de position dominante. Et donc, quand moi, je leur ai proposé de faire appel à un médiateur, forcément, ils ont refusé. Bien évidemment. Et donc, du coup, le souci, c'est que. Parce que je Donc savais vous avez très été bien- en justice directement? Alors, non, parce que le problème, c'est que les frais de justice, il faut pouvoir les avancer. Quand Bah on oui. a une famille en indivision et qu'il y a des frais de justice qui peuvent s'étaler sur plusieurs années, Ah bah oui, oui. c'est quand on est énorme. face à une c'est énorme. entreprise qui elle, a des ressources infinies, entre guillemets, pour payer des avocats, etc., Ah bah oui. pour aller sur des contentieux très longs, il y a un rapport de force totalement Bien sûr. déséquilibré aussi dans la procédure judiciaire. Et comment vous avez fait du coup? Bah, ça a été réglé avec des compromis énormes de notre côté pour pouvoir tourner la page, mais le médiateur a été une aide Bah, formidable. vous voulez pas intervenir justement là-dessus? Bah, c'est- Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est non, vous. mais, enfin, Non, mais c'est vrai. j'ai déjà un peu dit là, juste avant, mais je pense que l'essentiel, c'est vraiment le contrat. Merci Quentin. Ok. Faut prévoir on y va. justement ce genre de choses. Alors Michel Collet, oui, un petit point, on parlait donc de médiation avec vous, un petit point, c'est que souvent, ça peut être le pot de fer contre le pot de terre. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à faire de la médiation? J'imagine, par exemple, un particulier avec une grosse entreprise qui, elle, a des revenus illimités, mettons, alors que le particulier, lui, il ne peut pas. Non, alors. Comment on fait dans ces cas-là? Eh ben, de toute façon, ça n'empêche pas à celui qui se sent le Lésé. plus lésé de saisir un médiateur. Pourquoi? Parce que de toute façon, si ça se termine par une procédure judiciaire, les magistrats sont appelés de plus en plus, alors je ne dis pas à 100% encore, à demander si le S'il y a eu- conflit
a été vu au moins en procédure amiable. Donc ça devient de plus en plus facile pour le médiateur de convaincre la partie adverse en disant « Ok, vous ne voulez peut-être pas rentrer en médiation maintenant, mais sachez qu'on va vous le demander. » Donc voilà. Et c'est pour Oui. ça qu'effectivement, depuis 3 ans, j'ai un discours qui devient de plus en plus rassurant sur la possibilité de faire de la médiation. Voilà, alors Non, c'est qu'avant, comme la ça. justice ne le demandait pas. Voilà. Elle tout à n'obligeait fait. pas à faire de la Non. médiation, alors que maintenant, en fait, il est demandé au juge d'obliger à faire de la médiation pour éviter pour tout simplement désengorger les tribunaux, parce qu'ils n'y arrivent plus, en fait. Et puis voilà, oui, c'est vrai ça aussi. qu'on est dans un cas de figure où la médiation arrive à régler les conflits beaucoup plus facilement et surtout plus pérenne. Donc, Merci Michel Collet pour cet aperçu, ce bref aperçu de la médiation. Il y aura encore Oui, beaucoup à il y a- dire, vous reviendrez une autre fois. exactement. Alors David Merci. Barbe, vous avez créé une start-up. Comment déjà vous avez eu l'idée de créer avec vos amis, je suppose, Lucky Homes? Ouais, donc avec 2 amis d'enfance, Aurélien et Félix Malfait, que je salue d'ailleurs. Donc c'est parti d'un constat simple. En fait, en 2015, il y avait autour de nous l'explosion des plateformes qui mettent en relation justement les particuliers et évidemment en tête de gondole Airbnb. Et en fait, on s'est aperçu qu'autour de nous, on avait très peu de relations directes qui proposaient leur logement sur Airbnb. On connaissait des voyageurs, même à titre personnel, on l'avait expérimenté, sans avoir de connaissances de propriétaires qui proposaient leur logement. Donc, on essaie de comprendre la raison pour laquelle il y avait ce manque. Et en fait, l'idée du coup est venue assez vite, c'est qu'on était face à une gestion finalement hôtelière dans un appartement avec des voyageurs qui s'attendent à un service identique à celui d'un hôtel. Déjà en 2015, pas en 2008 à l'origine de la création d'Airbnb, mais déjà en 2015, le marché se professionnalisait déjà côté voyageurs, ce qui faisait qu'on avait du coup des propriétaires qui avaient tenté l'expérience de mettre leur logement en location, mais qui se retrouvaient face à des problèmes de remise de clés, des problèmes de qualité du ménage, des problèmes De dégradation. de création de litiges, de linge de maison à mettre à disposition des voyageurs, de maintenance pendant le séjour, de rapidité d'échange aussi avec le voyageur, ce qui faisait qu'ils avaient des mauvais commentaires ou une expérience du coup qui était mitigée et donc arrêtés ou tout simplement avaient peur de mettre leur logement en ligne compte tenu des contraintes associées. Donc on s'est dit qu'il y avait un marché qui allait de toute façon prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'il y a maintenant une nouvelle mode de voyager via Airbnb qui s'impose, donc c'est une tendance structurelle. Et l'idée, c'est que pour avoir ce qu'on appelle une supply importante, donc une offre de logement importante, Une offre sur de le marché, service en il fallait plus. une société qui soit là pour rassurer les propriétaires, leur dire ne vous inquiétez pas, on va tout gérer à votre place, de la création de l'annonce, de la mise en ligne, de la gestion des prix, de l'accueil des voyageurs, du ménage, de la maintenance, des dossiers de litige, des cautions, des versements, donc, de la comptabilité, etc., etc. On peut résumer en disant que vous faites à la fois de la location d'appartements, enfin de logements, et de la conciergerie finalement. Oui, donc c'est de la gestion locative qui comprend toute la partie diffusion des annonces multiplateformes. La technologie est omniprésente chez Lucky Homes. On a la capacité de synchroniser les calendriers sur différentes plateformes de location, Airbnb, Booking.com, Abritel, de gérer les prix également sur différentes plateformes de manière même dédiée. On va permettre aux propriétaires d'avoir une visibilité via une application Lucky Homes sur ses revenus, sur ses différentes annonces, sur ses différentes plateformes. Alors attendez qu'on comprenne bien, parce que là il y a plusieurs informations qui arrivent d'un coup. Donc la première, c'est que si on va chez vous, en même temps, vous proposez de se plugger sur Airbnb ou d'autres plateformes. En fait, c'est plutôt que ça? d'avoir une application Airbnb, une application Booking, une application Abritel, vous avez simplement une application Lucky Homes qui synthétise justement toutes les données Et ça, financières. C'est pour votre les calendrier. particuliers ou bien c'est aussi pour des Alors, c'est professionnels? pour les propriétaires de logements, dont les particuliers, certains locataires qui ont l'accord de leur propriétaire pour sous-louer sur ces plateformes, et des investisseurs qui s'intéressent au marché légal du Airbnb. On est sur des mini-hôtels dispatchés, des mini-chambres d'hôtels dispatchés dans les centres-villes, en totale conformité avec les exigences administratives. Alors David Barbe pour Lucky Homes, autre information que vous nous avez délivrée pour que ce soit très clair pour l'auditeur, c'est Lucky Homes Plus, vous avez dit, donc il y a une application qu'on charge son téléphone qui nous permet d'avoir en temps réel sa gestion et la rentabilité Oui, finalement. en fait, l'application sera
votre main armée sur les différentes plateformes. Donc, c'est ouvrir et fermer votre calendrier, dialoguer avec Lucky Homes pour avoir des informations sur justement les différents locataires. Donc, vous avez un accès, en fait, une visibilité sur la gestion de votre appartement à distance grâce à cette application. D'accord. Et alors, Lucky Homes, c'est votre propre société ou c'est en franchise ou bien c'est une société, Alors, la c'est un concept plateforme- enfin, canadien? Non, alors non, on est une société française, implantée au Canada également. Donc la plateforme Lucky Homes, en fait, autour de cette plateforme gravitent des sociétés qui ont des contrats de partenariat donc avec Lucky Homes, qui exploitent la marque Lucky Homes et qui, au niveau local, donc c'est un petit peu comme Airbnb, on a tout misé sur l'expérience locale. Donc on a des city managers qui ont créé leur entreprise dans chaque ville, dans chaque grande ville de France, et qui ont développé le concept un petit peu pour reprendre un terme assez connu comme un franchisé, et qui vont sur le terrain mettre en place le service de conciergerie et nouer des relations. D'accord. Donc c'est une justement. société française en fait à Oui. la base et vous développez comme vous allez développer un réseau comme des franchisés finalement Absolument. sous votre nom et vous avez pris un nom à consonance anglo-saxonne pour être plus compréhensible des étrangers. Alors étonnamment en fait ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Non, en fait Lucky. Lucky ça veut dire joyeux en anglais, Ouais, enfin, mais dans la avec prononciation. le Y, c'est les clés à la fin. Et voilà. Et donc, en France, visiblement, c'est pas non plus extrêmement explicite. Et à l'étranger également. Donc, voilà, on a peut-être des questions marketing à résoudre de ce côté-là. Moi j'avais cru que c'était Lucky Homes, la maison joyeuse Ouais. ou gaie, enfin C'est voilà. chance et clé. Du coup, Voilà. c'est un petit peu les deux. Du coup, c'est un peu une contraction Mm. de chance et de clé avec le mot maison et ça donne le mot Oui. Lucky Homes, effectivement. Alors, dites-nous un petit peu où êtes-vous implanté en France? Dans toutes les grandes villes françaises. Donc, par exemple, on peut en citer quelques-unes, que ce soit Lyon, Bordeaux, Cannes, Nice, des stations de ski comme Megève. On est à Grenoble également, voilà, Caen, la Normandie, Strasbourg, voilà, Paris évidemment qui est notre premier marché, et dans les principales villes canadiennes également. D'accord, merci beaucoup. Et puis alors, David Barr, quand même, une autre question, c'est le coût, parce que c'est ça qui intéresse aussi l'auditeur. Combien ça coûte si on veut travailler avec vous et se Alors, mettre... je préfère toujours dire combien ça rapporte. En fait, on va reverser 80% des nuitées aux propriétaires, ce qui veut dire que si on ne loue pas votre logement sur les différentes plateformes, déjà, ça ne vous coûte rien. Donc, vous avez un projet de partir en vacances pendant 15 jours, vous nous confiez la gestion de votre appartement, on va créer l'annonce, on va diffuser l'annonce, on va échanger avec les voyageurs potentiels. Si personne ne loue votre appartement, déjà, ça ne vous coûte rien. Voilà, c'est l'avantage par rapport à des plateformes comme Airbnb, si on les prend en direct ou à Britel, où là, il faut payer ou à l'annonce ou à l'année. Non, pas nécessairement. Si vous n'avez pas de voyageurs qui louent votre logement, vous n'avez pas de fees non plus sur Airbnb par exemple. Sur Booking, sur Abrica, il y a des abonnements effectivement payants, mais ce n'est pas le cas des autres Airbnb, plateformes. ouais. Alors donc avec vous, en fait en un seul clic, et on est finalement Alors, complètement... en un seul clic sur notre site, vous avez une estimation de vos revenus potentiels avec un algorithme qu'on a développé et qui vous donne déjà une approximation des revenus. Vous serez immédiatement rappelé par notre sales desk qui va vous écouter, comprendre votre besoin et vous orienter après vers le service local le plus compétent pour une visite de votre appartement, de votre bien, de votre propriété. Vous allez sur une estimation financière qui peut être utile aussi pour la banque en cas de projet d'investissement. Et donc, on vous expliquera tout le détail de notre proposition de valeur. Alors parlons un petit peu business management. Vous avez donc fait appel, vous avez fait 2 levées de fonds, des belles levées de fonds d'ailleurs, une de 800 000 euros, une de 2 millions d'euros. Comment vous Oui. avez fait? Comme on a fait, alors ça c'est la vie d'une start-up. En fait, le principe c'est d'aller chercher des capitaux parce qu'on est sur des marchés mondiaux avec une course à la taille qui est extrêmement difficile, extrêmement rapide. Et donc pour aller chercher ces parts de marché, le cycle dans la vie d'une start-up, le cycle de croissance du marché est assez court, donc il faut aller vite. Et du coup, il faut aussi avoir des choses à proposer aux investisseurs pour leur donner envie d'investir dans votre société. Donc nous, c'était notre cas avec un business angel qu'on a rencontré la première année après la création,
qui nous a fait confiance et qui a investi 800 000 euros chez nous. Et la deuxième levée Donc de là, fonds... c'était pas un fonds, c'était un particulier. Non, un particulier, ouais. Un particulier avec sa famille qui voilà, a cru en notre Votre projet. en nous, en notre projet, et qui nous a du coup aidé on a immédiatement investi, notamment en tech. Ça a été En développement informatique, vous voulez dire? Pour nous, ça a été voilà, le recrutement d'informaticiens, de développeurs pour accélérer sur le produit et nous permettre de ce qu'on appelle scaler dans le jargon des startups, c'est-à-dire commencer à gérer du volume conséquent en mettant en place beaucoup de process à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Et ensuite, est venu le temps d'un partenariat industriel. Notre deuxième levée de fonds a été réalisée avec Nexity, entre autres, donc qui est le premier groupe coté immobilier français, et qui nous... là, l'intérêt de Nexity, avec associé à un fonds d'investissement, Ah oui, là c'est cette très fois-ci, intéressant. c'était pour Alain Dinin, qui est le CEO de Nexity, c'était l'envie d'investir sur le marché de la location courte durée, sachant que le métier historique de Nexity, c'est plutôt la promotion et la gestion locative longue durée, et donc d'acquérir des compétences pour se développer sur ce nouveau marché. Voilà, donc ça nous a permis là, de nouveau d'accélérer les investissements sur le digital, de mieux nous structurer, de développer le bureau à Paris également avec des recrutements à tous les niveaux, la création d'un sales desk, voilà, pas mal de nouveautés chez nous pour mieux absorber encore une fois la croissance, augmenter la qualité de service et investir aussi en marketing, notamment à Londres où les coûts d'investissement étaient très élevés. On était face à des startups qui, dans notre domaine d'activité, avaient levé plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est vrai qu'on sur le marché anglo-saxon, on a des levées de fonds en général qui sont beaucoup plus impressionnantes qu'en France. Et donc les budgets marketing colossaux aussi voilà, devaient être financés. Donc nous, on a toujours une approche beaucoup plus mesurée. Mais voilà, l'argent a été alloué pour alimenter notre croissance et nouer des partenariats industriels avec Nexity. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant, c'est de louer des partenariats pour se développer, on ne peut pas faire autrement. Mais par contre, vous avez dû abandonner combien de votre, puisque vous étiez 3, vous aviez 100% départ, vous avez dû abandonner combien de votre participation? On avait 100% à 3. Alors, on ne peut pas divulguer les proportionnalités. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, et je pense que c'est dans l'intérêt des fonds et dans l'intérêt de tous ceux qui investissent dans des startups, c'est de laisser le pouvoir aux dirigeants, c'est important. Et donc, en ce qui nous concerne, on a toujours aujourd'hui... Vous êtes toujours la majorité malgré tout? Même. Parce que souvent, les startups nous disent qu'ils abandonnent entre 30 et 35% de leur oui, donc il reste leurs actions majoritaire, bah oui. 60%, 70%. Donc nous, c'est notre cas aussi aujourd'hui, on est largement majoritaire et c'était une condition sine qua non pour continuer à être épanoui dans notre projet. D'accord, merci beaucoup David Barre. Alors vos besoins actuels, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? On a une réflexion sur une empreinte plus importante au niveau mondial. Aujourd'hui, on est présent dans 2 pays. On souhaitait justement se concentrer un peu sur ces 2 marchés à fort potentiel pour nous. En France, on gère autour de 1500 propriétés. On sait qu'il y a 500 000 listings en France, par exemple. Donc notre pénétration est encore extrêmement faible, donc le potentiel est énorme. Mais on souhaite accélérer probablement dans les prochains mois un développement international, ne serait-ce que pour une raison de saisonnalité. Par exemple, l'Australie, on arrive en haute saison dans les prochaines semaines avec l'été qui se profile, alors que dans l'hémisphère nord, on arrive en basse saison sur le marché français où les prix baissent en hiver. On a des taux d'occupation, par exemple, je pense à Cannes, qui sont autour de 15% au mois de janvier, au mois de février. Et donc, peut-être une réflexion sur un pays comme l'Australie pourrait nous permettre de lisser un petit peu le chiffre d'affaires toute l'année. Ou alors il faut développer beaucoup plus les stations de ski. Et les stations de ski. Voilà. Merci David Barbe. Allez, on va tout de suite faire... donc je rappelle David Barbe, votre entreprise, pour tous ceux que ça intéresse, ça s'appelle Lucky Homes. Donc sur Internet, si vous envisagez de louer votre appartement ou votre maison. Voilà, alors on fait tout de suite une pause, non pas en musique, mais cette fois en cuisine, on est jeudi. Et comme tous les jeudis, Bruno Vigoureux eh bien, va nous dévoiler un secret. C'est lequel, Bruno, aujourd'hui? Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à tous. Autant vous le dire tout de suite, Florence, j'ai craqué. Mais c'est de votre faute aussi. Oui, à force de me demander une recette par semaine. Jusque-là, j'avais résisté. La semaine dernière, j'avais été sage comme tout en vous proposant un riz au lait. Et là,
J'ai replongé. Je suis tombé dans un de mes gros défauts qui est aussi un énorme plaisir. Allez, on y va. Je vous propose aujourd'hui des rognons de veau aux cocottes. Alors là, je sais, Voilà, j'ai déjà perdu. C'est ça que vous voulez nous Voilà. dire. Là, j'ai déjà perdu pas mal d'auditeurs qui n'aiment pas les abats. Restez quand même à l'écoute, on ne sait jamais si j'arrive à vous convaincre. Les autres, je sais qu'ils adorent ça. Alors, on va se faire entre nous des rognons pour 6 à 8 personnes. Bah oui, c'est le plat des copains. C'est vrai que c'est un peu un truc de mec, je le reconnais. Cette recette vient directement du livre Bocuse dans votre cuisine aux éditions Flammarion. C'est pas mal comme référence. Alors, il vous faut 4 rognons de veau, 3 échalotes, 60 g de beurre, un demi-verre de cognac, 10 centilitres de crème fraîche épaisse, tant qu'à faire, une cuillère à soupe de moutarde forte, du sel et du poivre du moulin. Pour commencer, vous demandez à votre boucher de dégraisser les rognons, en fait qu'ils soient prêts à être cuisinés. N'oubliez pas de les sortir du réfrigérateur 2 heures à l'avance. Vous faites chauffer le plat de service et les assiettes car la cuisson est rapide. Vous épluchez les échalotes finement et vous les réservez. Sur une planche, vous escalopez les rognons, c'est-à-dire que vous les coupez en tranches comme des petites escalopes. Vous les salez et poivrez sur la planche. Vous mettez le beurre à fondre dans une cocotte en fonte et posez les rognons dans le beurre moussant. Déjà, ça commence à sentir bon. Vous les faites dorer 3-4 minutes de chaque côté, pas plus. Il faut qu'ils soient rosés en fait. Vous sortez les rognons, les dressez sur un plat de service que vous maintenez au chaud. Dans la cocotte, vous ajoutez les échalotes. Vous les faites blondir rapidement et vous déglacez avec le cognac. Vous ajoutez la crème fraîche, vous remuez avec une cuillère en bois et ajoutez ensuite la moutarde. Vous remuez encore bien et vous nappez les rognons de cette sauce. Vous servez bien chaud. Pour accompagner ce plat, vous avez le choix. Vous pouvez soit faire des frites maison, soit des pommes vapeur, mais vous pouvez aussi faire un riz ou des épinards en branches. Et si en plus vous servez un vaqueras à boire avec modération, alors là, je vous assure, il ne peut rien vous arriver de grave. Alors, je reviens tout de suite. Ce n'est que du bonheur. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine. On se retrouve quand même à 13h30 pour l'émission Sport en Val d'Oise tout à l'heure. Exactement, Bruno. Merci beaucoup. Alors, un petit secret que j'ajoute, moi, à votre recette, c'est un tout petit verre d'Armagnac pour donner un peu plus de goût et quelques champignons. Ah bah, il y avait du cognac déjà. Ah, vous avez mis du cognac. Oui. Ben, moi, je prends de l'Armagnac. Merci beaucoup, Bruno. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre secret de cuisine. On va tout de suite faire une pause musicale avec Amel Bent et son nouveau titre, Rien. Voilà, et après, c'est pour vous, c'est la franchise. Enfin, c'est bon. Oh là là. C'est bon. Ça C'est met l'eau à la bouche avec Bruno chaque semaine. Même si on n'a pas les rognons, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est très bon. C'est la sauce qui fait tout. Ah ouais. Dans les rognons, c'est la sauce qui fait tout. Oh, la qualité des rognons aussi. Oui, bien sûr, mais bon, Il faut qu'ils soient bien rosés à la goutte. à la goutte, oui. Ouais. Moi, j'en fais souvent. Ah ouais, mais il y a longtemps que je ne l'ai pas fait justement. J'en ai fait il y a... c'est Oh non, tout ça. non, il n'y a pas longtemps. Non. Non, c'est J'en un ai plat fait il y a- d'hiver, tu fais pas ça en été. Oui, j'ai dû en faire au printemps dernier, je pense. Alors moi, j'ajoute des lardons, des champignons, et j'alterne entre cognac ou armagnac, les deux, c'est bien. Lundi. Ouais, lundi. Je vais voir si Christophe est là parce que... Oui, il est là. Il est là. Bah, très bien. Enfin, je pense qu'il est Au là. revoir messieurs, dames. Bonne fin d'émission. Bonne journée, Bruno, merci. On n'a pas l'air de répondre. Et qu'est-ce qu'il en On va est laisser, c'est la secrétaire. Bah, c'est vrai, on va le faire parler lui d'abord. Vous n'allez pas arrêter d'appeler. Personne qui veut comme ça, comment ça se passe Bonjour, IDFM Radio En fait, la réglementation en France, elle est déjà en vigueur. Enfin, les pouvoirs publics ont déjà réglementé IDFM Radio le marché. Dites IDFM, la radio d'Île-de-France. Elle doit passer dans l'émission Le Bar de l'économie. Chantal Gabriel doit passer dans l'émission En général, du Bar de l'économie. en raison C'était principale, prévu avec son attaché de louer presse. jusqu'à 120 jours par an sa résidence. C'est ça. Et si on en raison secondaire, c'est Moi, interdit à moins d'avoir un certificat de commercialité sur son oui, logement. c'est ça. C'est En général, c'est un local commercial. C'est On va transformer C'est Florence sur de l'usage pour la location. l'animatrice de Dans ce l'émission. cas-là, en fait, C'est pour le bar de l'économie, mais si elle veut ça pas, elle veut permet pas. hein, moi. d'augmenter les capacités d'accueil des voyageurs dans une ville sans déséquilibrer le marché du Vous l'avez logement. prévu? C'est très important. Bien sûr, avec son attaché de presse, c'était vu hier. Hier soir. Sa secrétaire me transfère. Parce qu'il y a eu des agences immobilières, enfin, l'immobilier avait
Parce que vous m'avez passé un fixe. Pardon Vous m'avez passé un Ouais, fixe. mais alors, franchement, Oui, quand c'est un on fixe, voit j'ai que ça. bien, par exemple, J'ai pas de portable. j'achète Du pour coup, un ça ami m'a redirigé. Je sais pas, c'est une entreprise. Oui. Donc le secrétaire, c'était juste forcément. hallucinant. Bah oui. ça a Faut quand même plus rien de retrouver. disponible. Et là, il y a Soi-disant, elle est dans une salle. Les hôtels disponibles étaient à 500 € la nuit sur un hôtel 1 étoile. C'est pas grave, de toute façon, je vais le faire parler d'abord. Et tout le reste, maintenant, au 18e, parce qu'on cherchait à Saint-Ouen, il n'y avait plus rien. Il n'y en a plus rien, à moins de 400 € la nuit. Oui. Et donc, C'est pour être on se rend compte que les interviewé hôteliers se gavent, dans 10 minutes. évidemment. Sinon, c'est. Non, dans 5 minutes. Ils font du Dans 5 lobbying, minutes. Dans 5 ils minutes. veulent Mais sinon, c'est pas. continuer de monter les prix. mais Normalement, ils ont elle est- fait de toute façon, Elle est prévenue, elle doit être disponible. À Paris, c'est du 100, c'est 90% déjà depuis longtemps. Donc, c'est important de se dire Ah bon, que s'il n'est pas disponible, c'est pas grave, on la prend pas. il faut Bah, augmenter tant les pis. capacités d'accueil, sinon c'est les hôteliers qui vont monter les prix Exactement. et du coup on va avoir un problème. Va vous raccrocher. Si Mais elle par veut pas, contre, elle veut pas. c'est des équipes de logement, la Je suis petite en de la attente, ville, là, de ce point de vue-là, c'est évident. Et donc je pense Je que fais la loi trop est de très bien équilibrée. Aujourd'hui, il faut juste Bon, qu'elle c'est soit pas grave. respectée. Ouais, on reprend dans 20 secondes. Voilà, parce qu'on ne peut pas non plus. On reprend. Bien sûr. On reprend. C'est pas grave, on fera une autre pause musicale. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous voici de retour au bar de l'économie sur FM, sur IDFM. Je suis toujours en compagnie de Michel Collet, de David Barbe et d'Alain Pétrissan. Alors justement, Alain Pétrissan, c'est avec vous qu'on va aborder entreprendre sous forme de franchise, pourquoi pas vous. C'est un salon d'ailleurs qui se tiendra du 8 au 21 octobre prochain dans plusieurs villes de France, dont bien sûr Paris. Alors que peut-on y faire à ce salon? Eh bien l'occasion de trouver des enseignes, de débattre avec des entrepreneurs franchisés de notre région et puis peut-être obtenir des conseils d'experts, de la franchise, aussi des retours d'expérience, des découvertes de nouveaux modèles de la franchise. Bref, toutes les clés, c'est donc du 8 au 21 octobre prochain à Paris si vous voulez y aller. Alors Alain Pétrissan, vous représentez la start-up WSI, une franchise qui fait du conseil en marketing digital. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi une franchise dans ce domaine? Alors pourquoi le domaine? D'abord, le marketing digital. En franchise, oui. Oui, alors le marketing digital, parce que j'y travaillais déjà, puis j'avais envie de devenir entrepreneur, de créer ma propre entreprise. Et pourquoi le choix de la franchise? Parce que la franchise, je considère que c'est un accélérateur pour développer rapidement son activité. Accélérateur parce que ça apporte beaucoup de ressources, marketing, l'image aussi, la marque. Et puis dans le cas de WSI, ça me donne accès à des centres de ressources, des centres de production. Pourquoi WSI? En particulier, moi j'ai fait le tour du marché des franchises dans le marketing digital. J'ai choisi WSI en priorité pour leur vision, parce que j'étais complètement d'accord avec la façon dont ils voyaient le marketing digital aujourd'hui et dans l'avenir. Et je l'ai choisi aussi parce que c'est plus tellement une start-up, c'est une société qui existe depuis 20 ans et qui est d'une taille très importante sur le marché de la franchise du marketing digital, puisqu'il y a à peu près 1000 franchisés dans le monde. 1000 franchisés déjà chez WSI. Oui, en 20 ans. Et combien, vous avez dit que vous avez été voir plusieurs franchiseurs donc, en marketing digital. Combien en avez-vous vu et quelles sont les différences en fait? Alors j'en ai contacté 4, dont WSI. Alors les différences, elles sont, il faut le dire, dans le prix de la licence et le prix des royalties que l'on paye. Oui, c'est très important quand on est franchisé Voilà. de s'intéresser à la royalty, au prix qu'on doit... Exactement. Le coût n'est pas... Le coût n'est pas toujours parfois. pareil. Hein? Voilà, exactement. En revanche, il faut regarder aussi la qualité de service proposée par la franchise, c'est-à-dire l'ensemble des ressources. Est-ce qu'il y a dans mon cas, est-ce qu'il y a des centres de production performants ou pas? Est-ce qu'ils couvrent l'ensemble de l'offre ou pas? La vision, ça je l'ai déjà dit. J'ai pris beaucoup de soin aussi à évaluer le potentiel d'activité généré par cette entreprise, c'est-à-dire l'ancienneté, la réputation, la force de la marque et la taille du réseau. En fait, vous voulez nous dire que dans votre domaine, l'intérêt d'une franchise, c'est que derrière, il y a un outil de production qui vous décharge de certaines choses à faire pour votre client? Oui, tout à fait. Ça me paraît toujours très très important dans le cas du marketing digital, parce que le marketing digital est quelque chose d'assez complexe. Alors c'est très simple ce qu'on met en place, il faut rassurer les auditeurs, mais cela fait appel à de très nombreuses solutions. On appelle cela des tactiques dans le domaine du marketing digital, à l'usage de beaucoup d'outils.
Et ça prend Et- beaucoup de temps. Voilà, et il faut avoir des compétences dans chaque domaine. Et moi, j'ai des compétences dans certains domaines, mais pas dans tous. Et je voulais être capable de proposer à mes clients un portefeuille de solutions haut niveau, de très haute qualité, dans chaque tactique du marketing digital. Alors justement, dites-nous un peu les tactiques, dites-nous un peu des secrets comme dans le marketing digital. Que faut-il faire en ce moment alors? Alors aujourd'hui, on peut dire, moi je travaille avec des entreprises, bien sûr, c'est le propre du marketing digital. Tout le monde fait du marketing digital, quasiment tout le monde aujourd'hui a un site web, sauf les toutes petites entreprises et encore. Tout le monde va sur les réseaux sociaux, tout le monde envoie des mailings, des SMS pour faire du marketing. Tout le monde veut être présent sur les moteurs de recherche, Google, Bing. Donc tout le monde fait ça. Aujourd'hui, la grande question, à mon sens, c'est l'optimisation de tous ces outils. Parce qu'au final, c'est quels objectifs sont-ils poursuivis avec ces solutions et est-ce qu'on atteint les objectifs, est-ce qu'on est optimisé? Est-ce que ça donne une certaine rentabilité? Oui, rentabilité, ou est-ce que ça génère le nombre de prospects, de contacts que l'on souhaite? Est-ce que ça génère le niveau de visibilité que l'on souhaite? Est-ce qu'on apparaît tout simplement sur la première page de Google, quand quelqu'un, un internaute, tape quelques mots? Et puis, en parlant de ça, aujourd'hui se pose la question budgétaire. C'est un peu le sujet du séminaire qui aura lieu le 9 octobre. On a un budget, on le met déjà dans le marketing digital. Est-ce qu'on atteint les performances? Est-ce que ça vaut le coup de continuer dans ce sens-là ou pas? Donc les grosses activités la première activité que je propose moi à des prospects ou même à des clients, c'est de commencer à faire un audit de la solution de marketing digital qui compte le plus pour eux. Ça peut être un audit de leur site web, de ses performances, un audit de leur stratégie de publicité avec Google, de recherche payante. Ça, c'est la première question, je pense, que devraient se poser les entreprises qui ont des activités de marketing digital, parce qu'on s'endort un peu sur ce qu'on a fait. On a lancé des projets, et 6 mois, 1 an après, on n'a rien fait de plus, mais le monde évolue très vite dans le domaine du digital, et il est important de se remettre en cause à travers ces audits au bout de 6 mois, de 1 an, 18 mois. Oui, parce que c'est très rapide. Quand on dit de se remettre en cause, ça va très vite le temps. Tout va très vite, la façon de procéder des internautes, le choix de leurs outils de prospection sur Internet, les solutions elles-mêmes, des solutions qui étaient de pointe il y a 1 an peuvent commencer même à être obsolètes aujourd'hui. Donc c'est une des difficultés de marketing digital, il faut être constamment à l'affût, constamment sur le qui-vive et constamment se remettre en question les solutions, les pratiques qu'on a mis en place pour être performant. Parce que vous avez aussi vos concurrents qui eux font la même chose. Et aujourd'hui, si vous ne bougez pas sur le marketing digital pendant 6 mois, vous êtes sûr que vous êtes dépassé par l'activité de vos concurrents. Donc en fait, vous voulez dire qu'il faut donc renouveler sans cesse son offre, sa présence sur les réseaux ou sur l'Internet? Oui, pas tellement le choix des solutions, mais il faut toujours remettre en cause la façon dont on procède, voilà, et l'allocation du budget. Alors revenons maintenant au fait que vous avez choisi d'être en franchise. Oui. Alors qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement? C'est-à-dire, il vous aide à vous développer ou est-ce qu'il vous apporte juste un soutien technique? Alors d'abord, c'est un gros soutien technique en termes de, je l'ai dit, de centre de production, de contrats avec des partenaires. WSI est un très grand partenaire de Google, donc je bénéficie de tout ce qui va avec. Des partenariats aussi avec le choix des outils de marketing automation, de développement de sites web, tout cela. Donc, tout ce que j'aurais dû faire tout seul de négociation avec les grands du marché, ils l'ont déjà fait. J'ai cela. Ils apportent aussi un soutien important sur le business développement, le développement de l'activité, en fournissant beaucoup de ressources, d'outils pour faire notre propre marketing. Ce sont les points les plus importants. Et ensuite, sur le long terme, ils ont des sessions de formation, de mise à niveau, d'information sur les nouveautés qui sont continues. Et donc ça, c'est l'avantage d'être en franchise qui n'existerait pas si vous étiez évidemment tout seul. C'est ça. Moi, si je veux participer à des webinaires toutes les semaines sur les nouveautés en marketing digital, ben, je le fais. Merci Alain Pétrissan. Je vous propose, avant de revenir parler avec vous de votre métier, qu'on fasse une toute petite pause musicale. Alors sur quoi vous voulez insister maintenant? Quels sont vos besoins, vous? Alors on n'a pas, évidemment, on n'a pas parlé. Si vous pourriez nous indiquer au niveau des royalties,
pas les montants parce que ça ne nous intéresse pas, mais les pourcentages de différence entre les différentes possibilités et ce qui vous a fait reculer. Ça, je pense que c'est intéressant pour quelqu'un qui veut devenir franchiseur, parce qu'il y a des franchises qui demandent beaucoup, d'autres pas beaucoup. Moi, j'ai choisi la plus chère. La plus chère. J'ai choisi la plus chère parce que est à peu près 2 fois plus cher que le moins 10 ans, plus de 2 fois plus cher que le moins 10 ans, et Alors, c'est la première fois qu'on dit ça. 80% de plus que mieux. C'est pour la qualité de service. Marketing digital, tout le monde en fait chez les clients, mais il y a énormément de prestataires. Il faut savoir se différencier, et la différenciation se fait par la qualité. Voilà, et puis les autres franchises que j'ai contactées, elles n'étaient bonnes que sur certaines domaines. On va parler des royalties, donc on va parler des royalties et de la qualité. Pardon, vous rappellerez l'invité là par téléphone? Bah non, c'est pas la peine, c'est trop tard. Non, mais vous lui expliquerez. Bah, c'est de sa faute, elle devait être à disposition. Attendez, elle le savait. Je l'avais dit à son attaché de presse, on ne peut pas lui donner une heure fixe, mais on sait qu'on l'appelle entre 10h15 et 10h15. On a appelé à 10h, je sais pas, 5. Mais c'est mieux quand même de l'appeler, parce que... Mais non. Juste, vous avez dit, il a reçu un appel justement dans 01. Vous avez pas fait sur ce De portable. Guin-les-Bains, là, il y a 5 minutes. Ah non, non, c'est quelqu'un qui vous a entendu, qui veut vous parler. Ouais. On n'a pas donné votre téléphone pourtant. Justement, c'est pour ça, je suis étonné. 01 79 51 74 22, on vient les bains. Non, je connais pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a 01 quoi? C'est pas nous. En tout cas, c'est pas nous. Non, non, non. 79, c'est pas d'ici en plus. 79, c'est pas nous. C'est 34, c'est 39, 34 les numéros Ouais. sur le département. Non. Non, mais c'est peut-être quelqu'un qui est dans le coin, mais c'est pas nous. Juste lui expliquer. En fait. Mais non, Pourquoi on je l'a le ferai pas appelé? après. Après. Je le ferai après, c'est de sa faute. Attendez, elle m'a envoyé 10 mails. Quand même, je veux dire, elle m'a relancé, elle m'a appelé au téléphone, tout. C'est mon demain, ou un autre jour. Ah non, le thème franchise c'était aujourd'hui, c'est pas demain. Demain, c'est je fais salon de l'auto. Qu'est-ce que c'est ce qu'on entend là, s'il vous plaît, Quentin, je sais plus. Childish Gambino, Feels Like Summer. En plus, vous choisissez des noms d'artistes compliqués à prononcer. Il nous reste 4 minutes, C'est donc vous allez Childish Gambino. conclure. Hein J'aime bien Florence. Oui, Childish Gambino, on dit. Et le titre, je sais plus. Feels Like Summer. Merci. Au bar de l'économie, nous sommes avec Alain Pétrissan. Nous abordons le domaine de la franchise et notamment, on était en train de discuter des avantages et des inconvénients. Alors, un des avantages ou des inconvénients, on peut dire, c'est les royalties à verser aux franchises. Donc vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez sélectionné 4 entreprises qui voulaient être qui étaient franchiseurs en marketing digital, et vous avez pris la plus chère, vous nous dites. Alors la plus chère, dans quelle proportion déjà? Alors, oui, non seulement c'est la plus chère, mais elle était bien plus chère que les autres. Ah oui, d'accord. Clairement. Dans une proportion, ça pouvait aller du simple au double entre la moins disante et WSI. Et comment ils se rémunèrent? Ils se rémunèrent sur chaque client ou vous avez un forfait annuel à payer? Comment ça se passe? Alors, il y a le prix de la licence en setup au démarrage de l'activité. Et ensuite, et là, tout le monde est à peu près sous le même pied d'égalité, c'est un pourcentage sur les revenus que l'on génère. On peut avoir aussi à payer les royalties si on le souhaite pour avoir accès au système d'information type CRM, outils de téléconférence, ainsi de suite, auquel j'ai d'ailleurs adhéré pour me décharger de toutes ces contingences informatiques. Informatique technique, oui. Alors, pourquoi j'ai choisi la plus chère? C'est parce que moi j'avais fait une étude de marché, je connaissais déjà pas mal le marché, je l'ai un peu plus poussé, et pour moi il était clair que WSI était la seule franchise qui pouvait me permettre d'adresser globalement tous mes clients avec un portefeuille d'activités de haute qualité complet. Ce que souhaitaient mes clients, mes anciens clients, souhaitaient avoir accès à un interlocuteur unique pour l'ensemble de l'offre de marketing digital. Donc, je n'ai pas hésité, hein, vraiment pas. J'ai choisi WSI parce qu'à mon sens, c'était la seule franchise qui me permettait d'atteindre cette qualité. Alors, donc, si vous avez un conseil à donner à ceux qui veulent devenir franchisés, ça serait lequel? D'aller sur plusieurs salons, de discuter avec toutes les marques dans le domaine qui les intéresse? 3 conseils. D'abord, bien faire son analyse de marché. On peut dire étude de marché, mais surtout bien comprendre
bien définir quels clients on veut adresser et quels sont leurs besoins, quels sont nos points de douleur, qu'est-ce qu'ils cherchent à résoudre. Et quelles sont les conditions en termes de solutions, d'offres que l'on doit remplir pour répondre à ces besoins. À partir de là, effectivement, choisir 4-5 franchises pour pouvoir les comparer. Au-delà, ça commence à être trop compliqué à le faire. Et le troisième point, c'est considérer que, au-delà du coût, c'est pas un coût, c'est un investissement que l'on fait. Il faut vraiment considérer l'argent que l'on donne dans la franchise comme un investissement, et donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre le coût d'un côté, et en regard, il faut mettre tous les gains, tous les bénéfices qu'on compte récupérer. Merci beaucoup. Merci Alain Pétrisson. Alors, vous viendrez nous dire au bout de dans quelques mois comment se passe voilà, l'évolution d'être un jeune franchisé. Merci en tout cas à vous trois pour votre présence ce matin dans nos studios. Demain, au bar de l'économie, nous aborderons le thème de l'automobile parce que le salon de l'automobile va arriver à partir du 4 octobre. Vous allez pouvoir découvrir des nouveaux modèles de voitures. Mais donc, je vous remercie tous les trois d'être avec nous ce matin. David Barbe, vous avez un petit mot pour conclure? Oui, je voulais juste 10 en profiter, secondes. vu qu'on est sur IDFM, si des profils entrepreneurs sont intéressés de devenir franchisés de Key Homes pour développer notre activité à Iliens-les-Bains, quand même une zone touristique très proche de Paris qui, à mon sens, a un fort potentiel. Dans la mesure où on n'est pas encore présent, peut-être qu'il y a une opportunité. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à m'adresser un email, david@lekeyhomes.com, et je vous ferai un retour sur votre candidature. Merci beaucoup David Barre. Pareil, si vous cherchez du marketing digital, appelez Alain Pétrisson à WSI. Bonne journée à tous et à demain. Merci. Merci. Merci.